Bienvenue dans Maison Coutelier, le podcast expertise dédié à l'univers des couteaux. Dans l'atelier des experts, on parle matériaux, techniques de forge, design, les grands noms, entretien et histoire, et surtout des conseils. Chaque épisode vous apporte des clés concrètes et un regard d'expert pour mieux comprendre et apprécier l'art coutelier. Que vous soyez passionné, collectionneur ou simple curieux, installez-vous. On entre ensemble dans la maison de la coutellerie avec Elena et Jean, nos experts. Bienvenue. On aborde aujourd'hui les points vraiment essentiels si on veut acheter un katana de collection. C'est fascinant, c'est bien plus qu'une arme. Absolument. Et la première chose, vraiment la base de tout, c'est s'assurer que la pièce est authentique, qu'elle vient bien du Japon. C'est le socle. D'accord. Pourquoi insister là-dessus tout de suite ? Parce que le risque numéro 1, et il n'est pas petit, c'est de mettre parfois beaucoup d'argent dans une copie, une contrefaçon. On en voit énormément, souvent faites en Chine ou ailleurs, avec des matériaux bof, quoi. Des copies qui ressemblent, mais qui ne valent rien. Exactement. Ou même des répliques modernes qu'on essaye de faire passer pour anciennes. Le marché du faux, il est malheureusement très très actif, alors que la vraie production au Japon, par les katanakaji, les forgerons licenciés, elle est très faible. Faible comment ? Quelques dizaines de sabres longs par an pour les meilleurs forgerons, c'est très peu. Et puis il y a aussi le piège des iaito, ces sabres d'entraînement. Ils ressemblent, mais c'est de l'alliage, pas de l'acier forgé. Ah oui ? Ou alors, tout simplement, on risque de payer un prix fou pour une pièce qui n'a pas de vraie valeur historique ou artistique. Donc la recommandation logique, c'est méfiance et preuve. C'est ça. Il faut vraiment exiger des preuves d'authenticité. Privilégier ce qui est fait traditionnellement au Japon, par des artisans certifiés, et éplucher, vérifier toute la documentation, la provenance. Et concrètement, ces preuves, ça ressemble à quoi ? On entend souvent parler de certificats. Oui, tout à fait. Les certificats d'évaluation émis par des organismes japonais sérieux, c'est crucial. Les plus connus, c'est la NBTHK ou la NTHK-NPO. NBTHK. Et il faut comprendre ce qu'ils veulent dire. Un certificat NBTHK, par exemple, il y a différents niveaux. Hoson, Tokubetsu Hoson, Juyo Token, et le top du top, très rare, Tokubetsu Juyo Token. Plus c'est haut, plus c'est important. Voilà. Ça indique l'importance artistique, historique. Ce ne sont pas juste des papiers, c'est le résultat d'un examen par des experts. Ça donne une vraie indication sur l'authenticité et la qualité. Mais j'imagine qu'il faut rester prudent même avec ça. Ah oui, attention, même des certificats peuvent être faux. Il faut les vérifier si possible et surtout les considérer avec d'autres éléments. Ce n'est pas le seul critère. D'autres éléments comme... Regardez la pièce elle-même, de près. Absolument. La soie, par exemple, c'est la partie non polie cachée dans la poignée, le nakago. Nakago, oui. Elle nous dit beaucoup de choses. On cherche la signature du forgeron, le mei. Ça peut donner son nom, son école, une date. Et puis l'état de la rouille, la patine sur cette soie. C'est un bon indice de l'âge. Comment ça ? Une soie ancienne authentique, elle est souvent très foncée, presque noire, avec une patine bien stable, pas poudreuse. Après, attention, certaines lames anciennes authentiques ne sont pas signées, elles sont mumei, mais les experts peuvent quand même les attribuer. C'est ce qu'on appelle le kanté. Donc si on a un doute, ou pour une pièce chère, faire appel à un expert ou un musée, c'est une bonne piste. C'est même souvent indispensable, oui, surtout si on investit une somme importante. Et pour acheter, clairement, il vaut mieux aller voir des galeries spécialisées, des maisons de vente sérieuses, des marchands qui ont une vraie expertise. Des gens qui connaissent leur sujet. Voilà. Eux, normalement, ils ont déjà fait les vérifications et ils peuvent fournir une documentation fiable. Il faut vraiment se méfier des vendeurs qui sont flous sur l'histoire du sabre, qui n'ont pas de papier crédible. D'accord. Et puis, faut pas oublier qu'au Japon, pour chaque sabre authentique, il faut un certificat d'enregistrement officiel pour le posséder ou l'exporter. Très clair. Bon, une fois qu'on est un peu plus sûr de l'authenticité de l'origine, on regarde la lame. J'imagine que l'examiner en détail, c'est le deuxième gros morceau. C'est le cœur du sujet, oui. La lame, c'est comme un livre ouvert. Elle raconte sa qualité, son âge, son authenticité. Mais il faut savoir la déchiffrer. Et si on néglige cet examen ? On risque d'acheter une lame avec des défauts graves, parfois cachés, parfois visibles. On parle de fissures, les kitsu, de réparations anciennes, ou pire, une lame qui a été cassée puis retrempée, ça flingue sa structure et sa valeur. Ah oui, carrément. On risque aussi de se faire avoir par des trucs artificiels, comme un hamon, la ligne de trempe,
qui est juste gravé à l'acide sur une copie. Ça imite l'effet visuel, mais ça n'a rien à voir avec la vraie métallurgie. Ou alors, on surpaye une lame abîmée ou juste médiocre. Il faut donc apprendre à regarder, à développer un œil critique. Exactement. La suggestion, c'est vraiment d'apprendre à reconnaître les signes d'une fabrication traditionnelle de qualité et à repérer ce qui cloche. Prenez le Hammond, par exemple. La lime de trempe. Oui, cette ligne visible qui sépare le tranchant dur du reste. Un vrai Hammond, c'est le résultat d'une trempe complexe, sélective, avec de l'argile. Il a des structures internes très subtiles, Comme quoi, par exemple? des sortes de cristaux brillants, les niais, ou une ligne plus laiteuse, comme une brume, le nioé. La forme générale du Hammond, aussi droit, ondulé, irrégulier, ça donne des indices sur l'école du forgeron, l'époque. Et les faux hammons, on les reconnaît comment? Souvent, il manque de cette complexité, de cette vie. Les lignes gravées à l'acide ou faites par un simple polissage différentiel sont plus flots, plus uniformes. C'est un des points les plus durs à copier parfaitement. D'accord, et à part le hammon, la surface de la lame elle-même, elle dit quoi? Ah, la texture de l'acier, le jidate. C'est le motif qui apparaît à cause du pliage répété de l'acier japonais traditionnel, le tamahagane. Le fameux tamahagan. Oui, regardez le jidate et voir un peu la signature du travail du forgeron. Ça peut ressembler à du grain de bois, on dit itame ou mokume, ou à des lignées droites, masame, ou un grain très fin, konuka. Et si on ne voit rien, ou si c'est grossier? S'il n'y a pas de hada visible, ou si le motif a l'air artificiel, très grossier, ça doit mettre la puce à l'oreille sur l'authenticité de la fabrication. C'est un peu comme l'empreinte digitale de la lame, voyez ? Je vois. Et cet acier, le tamahagan, on peut le reconnaître? C'est un autre point important. Les vrais katanas anciens sont faits avec cet acier unique, produit au Japon à partir de sable de fer, le satsu, dans un four spécial, le tatara. Il a une composition, une structure particulière, souvent un cœur plus tendre et une enveloppe très dure. Il faut se méfier des autres aciers alors. Oui, méfiance si on vous parle d'acier inoxydable pour un katana de collection ou d'acier industriel moderne comme le 1045, 1095, T10. Ces aciers, on les trouve sur les reproductions modernes. Certaines sont peut-être fonctionnelles pour la coupe, mais ce n'est pas la même chose historiquement. D'accord. Et attention aussi aux faux tamahagan qui peuvent être produits hors du Japon. La qualité est parfois très inégale. Donc, en plus de tout ça, il faut aussi inspecter l'état général, chercher les défauts. Ah oui, absolument. Il faut chercher activement les fissures, kizu, les petites bulles ou inclusions dans l'acier, fukure, les signes que les couches d'acier se séparent, wayare, les interruptions dans le Hammond, niogir, ou la corrosion, bien sûr. Une lame parfaite, c'est rare, j'imagine. Bon état de polissage, son défaut majeur aura évidemment plus de valeur. Et puis il y a la forme générale de la lame, la sugata, et sa courbure, le sori. Ça aussi, ça varie selon les époques, Koto, Shinto, Shinshinto et les écoles. Ça donne des indices. Parfait. Bon, on a parlé authenticité, examen de la lame. Vient la question du prix. Définir son budget et comprendre ce qui fait la valeur, c'est le troisième point crucial, j'imagine, pour pas faire une mauvaise affaire. C'est souvent là que ça coince, oui. Le piège classique, c'est soit de payer beaucoup trop cher une pièce qui ne mérite pas, parce qu'elle est courante ou abîmée, ou mal identifiée. Soit l'inverse, hein. Soit l'inverse, on est attiré par un prix super bas, trop beau pour être vrai. Et là, quasi systématiquement, ça cache une contrefaçon ou une qualité vraiment médiocre ou des gros problèmes. Il faut vraiment comprendre que le marché des katanas authentiques, ça couvre une fourchette de prix immense. Comment on fait pour s'y retrouver? Il faut d'abord savoir ce qu'on cherche et ensuite décoder ce qui fait le prix. C'est exactement ça. D'abord, pourquoi on achète? Juste pour commencer une collection, pour faire un investissement, pour étudier la pièce. Forcément, le budget ne sera pas le même. Et ensuite, avoir une idée des prix. Oui, avoir des ordres de grandeur. Un katana ancien authentique, disons avec une certification de base comme Oson jaune, ça commence souvent autour de 3 000, 5 000 € ou dollars. Déjà une somme. Et pour des pièces plus importantes, genre Juyo Token, là on parle de dizaines de milliers d'euros. Les chefs-d'œuvre historiques, Tokubetsu Juyo, ça peut monter à des centaines de milliers. Waouh. Et à côté de ça, une bonne réplique moderne pour s'entraîner à la coupe, ça coûte quelques centaines, peut-être quelques milliers d'euros. Donc le sabre de samouraï authentique du XVIIe siècle à 500 € sur un site web. Il faut allumer les warnings. Exactement. Toutes les alarmes doivent sonner. Et qu'est-ce qui fait monter la valeur d'une pièce authentique? Alors, quels sont les critères principaux?
Il y a plusieurs choses qui se combinent. D'abord, la réputation du forgeron et de son école. Certaines signatures sont très très recherchées. Ensuite, la période de fabrication. Les lames très anciennes de l'époque Kotō, avant 1600, sont souvent très prisées, surtout si elles sont en bon état. L'état de conservation, évidemment. Oui, c'est crucial. Une lame sans défaut rédhibitoire, avec un beau polissage de qualité, ça vaut beaucoup plus. Et puis les certificats dont on parlait. Leur présence, leur authenticité et surtout leur niveau. NBTHK, NTHK, c'est un impact direct et très fort sur le prix. Et la monture, le koshirae, ça compte aussi. Ah oui, ça compte. La qualité, l'ancienneté, l'état de la monture, donc la garde Tsuba, les éléments de la poignée, fuchi, kashira, menuki, le fourreau saya, tout ça joue un rôle important. Surtout si la monture est d'époque et qu'elle va bien avec la lame. Une belle monture peut valoir cher en elle-même. Présence d'une signature authentique sur la lame, le mei, c'est un plus. Mais une très bonne lame non signée, miumei, si elle est bien attribuée par des experts, peut aussi avoir une grande valeur. Et enfin, si le sabre a une histoire documentée, une provenance particulière, ça peut ajouter de la valeur, parfois beaucoup. J'ai entendu dire qu'il vaut mieux acheter une seule très bonne pièce que plusieurs pièces moyennes. C'est vrai ou pas? Pour un collectionneur sérieux qui voit sur le long terme, oui, c'est souvent une très bonne stratégie. La qualité avant la quantité, c'est vraiment vrai dans ce domaine. Faut penser au coût caché aussi. Exactement. Un polissage traditionnel par un togishi, un artisan qualifié, c'est un art. C'est très cher, souvent plus de 1 000 €, parfois bien plus, et c'est très long. On parle de plus de 80 heures de travail minutieux. Ah oui, quand même. Et l'entretien régulier, ça demande aussi un petit budget pour acheter les produits spécifiques. Et un dernier truc, le prix affiché, c'est pas une garantie. Des arnaqueurs peuvent vendre des faux très chers. L'évaluation, elle doit toujours se baser sur l'objet lui-même. Très bien. On arrive au dernier point clé. Il paraît essentiel de bien saisir la différence entre un katana de collection et un sabre fait pour être utilisé, et de connaître les règles d'entretien pour pas abîmer son trésor. C'est fondamental, oui, pour le préserver sur le long terme. Le risque, il est double ici. D'un côté, il y a le danger d'utiliser un katana de collection de valeur, surtout s'il est ancien, pour faire de la coupe, du tameshigiri. C'est tentant peut-être, mais risqué. C'est le meilleur moyen de l'endommager, parfois pour de bon. Ces pièces, ce sont des témoins de l'histoire, de l'artisanat. Ce ne sont pas des outils faits pour encaisser les chocs répétés d'aujourd'hui. Et l'autre risque? C'est d'acheter une pièce juste décorative, souvent en inox ou en alliage bas de gamme, en croyant que c'est historique ou fonctionnel. Et puis bien sûr, il y a toujours le risque d'abîmer une lame historique par un mauvais entretien. Mauvais entretien, c'est-à-dire? Un nettoyage trop agressif, un stockage dans de mauvaises conditions ou utiliser des produits qui ne conviennent pas. Donc la recommandation, c'est... Savoir à quoi va servir le sabre avant de l'acheter et s'engager à en prendre soin correctement. Tout à fait. Pourquoi on l'achète pour le regarder en vitrine, pour l'étudier, pour le transmettre un jour. Un katana de collection, un nihonto, ça demande du respect, des soins spécifiques. Et si on veut faire de la coupe? Alors il faut acheter un sabre moderne, dit fonctionnel, qui est conçu pour ça. Il n'aura pas la même valeur historique, mais il sera fait pour encaisser. Et surtout les sabres purement décoratifs qu'on trouve parfois vendus comme katana, il ne faut jamais essayer de couper avec. C'est hyper dangereux, ça peut casser net. D'accord. Alors, quels sont les gestes essentiels pour bien entretenir un vrai katana de collection? C'est un petit rituel assez simple, mais il faut être précis. Pour protéger la lame de la rouille, on utilise une huile spéciale. Traditionnellement, c'est l'huile de shoji. C'est une huile minérale légère avec une touche d'huile de clou de girofle. Il faut huiler souvent? Ça dépend du climat, de la manipulation, mais régulièrement. Avant d'huiler, on nettoie très délicatement la lame avec du papier de riz, le nugigami, pour enlever l'ancienne huile et les traces de doigts. On peut aussi utiliser une poudre très très fine, l'uchiko. Uchiko, ok. Oui, c'est une poudre de pierre à polir très fine. On l'applique avec un petit tampon pour nettoyer la surface en douceur et maintenir le polissage. C'est un geste très léger, c'est pas du récurage. Et qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Surtout pas utiliser de produits abrasifs, de nettoyants ménagers, de poudre à récurer, ni d'huile non adaptée comme le WD-40 ou l'huile pour machine à coudre. Pourquoi? Ça peut rayer le polissage, attaquer l'acier ou laisser des résidus mauvais à long terme. Il faut aussi faire attention quand on manipule la lame. Éviter de toucher la partie polie avec les doigts nus. L'acidité de la peau, ça attaque l'acier. Donc toujours nettoyer après manipulation. Oui, systématiquement. Et tenir le sabre correctement, c'est aussi une question de sécurité et de respect pour l'objet.
Un dernier mot sur le stockage. Comment on le range au mieux? Pour la conservation longue durée, le top, c'est de ranger la lame dans ce qu'on appelle un shirazaya. C'est un fourreau et une poignée tout simple en bois de magnolia brut non laqué. Pourquoi ce bois? Parce qu'il respire, il aide à réguler l'humidité autour de la lame. C'est mieux que la monture décorée, le koshirai. Elle est superbe pour l'expo, mais les lacs, les métaux, les tissus peuvent retenir l'humidité ou réagir avec l'acier sur le très long terme. Donc, on stocke dans le shirasaya, à plat. Oui, idéalement à l'horizontale, dans un endroit sec, température stable et à l'abri de la lumière directe. En fait, avoir un katana de collection, c'est un peu comme être le gardien temporaire d'une œuvre d'art et d'histoire. Ça demande un certain engagement. Pour résumer un peu notre discussion, acheter un katana de collection, c'est passionnant, mais ça demande d'être rigoureux. On retient 4 points essentiels. 1. Vérifier à fond l'authenticité et l'origine japonaise. 2. Savoir examiner la lame pour juger sa qualité et repérer les défauts. 3. Comprendre ce qui fait sa valeur pour définir un budget juste. Et 4. Bien faire la différence entre collection et usage et maîtriser l'entretien pour le préserver. Le meilleur conseil finalement, c'est peut-être d'être patient, de beaucoup lire, de voir beaucoup de pièces et surtout de ne pas hésiter à demander l'avis d'experts reconnus avant un achat important. C'est un domaine où la connaissance et la prudence, c'est vraiment la clé pour trouver une pièce qui vous apportera satisfaction longtemps, bien plus que juste sa valeur en argent. Merci beaucoup pour toutes ces précisions, c'était très éclairant. Et à notre auditeur, si cette discussion vous donne envie d'aller plus loin, de creuser vos recherches ou de faire expertiser une pièce, eh bien n'hésitez pas à revenir vers nous, on sera ravis de continuer l'échange. Merci d'avoir écouté cet épisode de Maison Coutelier. Si ce voyage au cœur des couteaux, de leur histoire et du savoir-faire des artisans t'a plu, abonne-toi dès maintenant sur ta plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de ne rien manquer des prochains épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les secrets de l'acier, du tranchant et des hommes et femmes qui les façonnent. Et si tu connais quelqu'un qui partage cette passion, transmets-lui ce podcast. Plus nous serons nombreux, plus la maison grandira. À très vite pour un nouvel épisode.